Bonjour à tous et à toutes. Alors, pour la dernière vidéo, malheureusement, on a eu des petits soucis de décalage de son et vidéo. Donc, je vais reprendre aujourd'hui le chapitre sur les organomagnésiens pour que vous ayez une base solide et propre. J'ai changé entre temps de logiciel d'enregistrement, donc je ne manie pas spécialement à 100%, donc c'est pour ça qu'il y a un petit bout de fenêtre qui ne va pas être utilisé, mais voilà. On va essayer avec celui-ci, normalement il n'y a pas de souci d'enregistrement. Donc les organomagnésiens, donc je repasse pas sur les alcines, on les aura vus en TD et surtout ça ressemble énormément à ce qu'on a vu pour le chapitre des alcènes. Et donc voilà, donc on va reprendre gentiment tout ce qui va être organomagnésiens. Donc sur ce chapitre des organomagnésiens, on a donc le fait que ces organomagnésiens font partie ici de la famille des organométalliques. D'accord. Les organométalliques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des molécules qui ont une partie organique, hein, donc avec des carbones, et une partie métallique avec un métal. Donc nous, notre métal dans ce cas-là, ce sera du magnésium ici, d'accord. Et donc, on étudiera les organomagnésiens. Ce que j'avais déjà pu vous dire, notamment sur les organomagnésiens, c'est que c'est la seule famille que l'on étudiera dans cette année. En effet, il y a plein d'autres cas. Si vous changez le métal, si par exemple vous avez un organozincique, c'est avec du zinc, un organopotassique avec du potassium, un organolithien avec du lithium, etc. Ou encore des organocuprates, ici Cu. Quand vous voulez former un organomagnésiien, donc ce qui est important de savoir, c'est que cet organomagnésiien, il va être formé comment? Vous allez avoir un dérivé carbonylé, donc avec une liaison CX. Voilà, donc si je reprends ici sur le tableau à côté, vous allez avoir un organomagnésien avec une liaison CX, d'accord, avec une molécule quelconque. Hein, dans le diaporama, je vous ai mis autre chose. Hein. Si vous avez ce CX, vous avez forcément un delta- ici et un delta plus ici. Donc ça, c'est classiquement ce qu'on rencontre avec les organomagnésiens, d'accord. Lorsque vous allez faire la synthèse ici de l'organomagnésien, vous allez utiliser du magnésium solide, voilà, et également vous allez faire votre réaction dans l'éther. Ce qui va se passer, si vous voyez cette liaison carbone halogène, on va prendre un exemple concret, d'accord, parce que dans le cours j'ai utilisé RX. Donc là, on va prendre un exemple concret. Imaginons que vous avez une molécule quelconque ici qui s'en va. Donc vous avez à la fin du CBr par exemple. Vous allez avoir, après insertion de votre magnésium, vous allez avoir votre molécule quelconque. Hein, ici, on ne fait pas attention à ce qu'il y a derrière. Donc ici, c'est la même chose. Vous allez avoir votre molécule quelconque ici, où vous allez pouvoir insérer le magnésium entre les deux atomes. D'accord. Ce que j'avais pu vous dire la dernière fois également, c'est que vous gardez votre delta- sur le brome, ça ne change pas. Donc ça veut dire que votre delta plus va migrer sur votre Mg. Et si vous regardez bien, vous avez un delta- sur votre carbone. Donc ça veut dire que ce carbone ici, qui était à la base delta plus, va passer ici, complètement delta-. C'est l'intérêt des organomagnésiens. Alors pourquoi? Parce que quand vous regardez la liaison, alors cet organomagnésien, donc avec la molécule ici on s'en fiche, vous pouvez l'écrire CMgBr, ce qui fait que vous avez un delta- sur le carbone. Si vous avez un petit peu de mal à voir ce qui se passe en exercice, hein, vous allez voir, vous pouvez écrire si vous voulez C- plus MgBr. C'est toléré, c'est la même chose, hein, et comme je vous dis ici sur le PowerPoint, la liaison est quasiment ionique, elle est à 40% ionique. Donc en fait, vous voyez, hein, si vous avez quelque chose qui a une charge delta+, votre carbone va pouvoir aller attaquer. Et c'est ce qu'on verra dans tout ce chapitre organomagnésien, hein, comment est-ce qu'on fait les attaques avec ce genre de molécules. Je reviens sur le PowerPoint, voilà. Sur l'équilibre de Schlenk. Alors, Schlenk, cet équilibre, c'est uniquement pour vous illustrer ce que je vais vous répéter tout à l'heure sur les sous-produits. Un organomagnésien, je vous l'ai montré, c'est une molécule quelconque accrochée à un MgX, pardon. Et donc ce MgX, si vous en avez deux, vous voyez en fait que autour de ce magnésium, d'un côté vous avez du R, de l'autre côté vous avez du X. Et lorsque la molécule est plus stable, lorsque vous n'avez pas
une symétrie stable, on va dire, vous avez la possibilité en fait que deux fois cette molécule-là peut s'échanger les ligands, et donc avoir du MgX2 ici, plus du MgR2. Vous voyez? Donc, en simplifiant ici, vous voyez, on voit un petit peu mieux avec... si je ressors la ligand, on voit bien que ici on a du MgX et du RMg. Donc, pour un produit comme ça, en fait, on a un demi de chacun des produits. Et on verra après que ceci est important, notamment pour les sous-produits. La réactivité des RMGX, donc comme je vous l'ai illustré tout à l'heure, vous voyez, on a la possibilité de faire réagir le carbone qui va être porteur de votre organomagnésiens directement sur, par exemple, le premier exemple, un dérivé halogéné. Parce que vous voyez ici, on va travailler en tant que nucléophile, on va voir quelques réactions en tant que nucléophile, et notamment, je vous ai dit que tous les nucléophiles étaient des bases, et on verra que dans certains cas, l'organomagnésien va réagir en tant que base. Donc si je reprends l'exemple de ma molécule quelconque avec un C MgX, si vous avez un dérivé carbonylé, alors je vais prendre un exemple tout bête avec ici un X, ou fluor, chlore, bromiode, ce que vous voulez. Donc vous avez, pour expliquer tout ça, une charge delta moins, donc une charge ici delta, enfin un petit peu de place, une charge ici delta plus, d'accord? Donc si vous regardez, vous allez pouvoir venir attaquer, alors là c'est la liaison, on fait partir de la liaison écrit comme ça, donc de cette charge moins vers la charge plus et éjecter un X. Ce qui fait que vous faites la liaison entre votre molécule de base et vous rajoutez donc 3 carbones, d'accord? Plus, alors si on écrit tout, vous aurez du MgX plus du X-. En réalité, ces deux molécules vont donner du MgX2. D'accord? Donc ça c'est pour l'attaque en tant que nucléophile. Alors si vous ne voyez pas pourquoi la liaison attaque, je vous rappelle, le carbone peut s'écrire C- plus MgBr ou MgX. Et là vous aurez exactement la même chose et vous voyez bien, si je fais réagir sur la même molécule là-haut, si on fait partir la charge moins, on voit un petit peu mieux comment ça se passe. Vous pouvez faire partir la liaison si vous avez bien compris ça. Si vous avez encore un petit peu plus de mal, je tolère que vous écriviez C- plus MgX. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà en tout cas pour ces réactions sur les dérivés halogénés. Quand on regarde ici, on a une autre réactivité, par exemple avec les époxydes. Avec les époxydes, je vous l'ai déjà dit, vous avez la possibilité, vous avez la possibilité de le faire réagir. Alors comment ça va se passer? Rappelez-vous, si vous avez un R, alors on va reprendre l'exemple, MgX, donc, ou avec un plus-moins comme vous voulez, votre époxyde ici, vous avez un oxygène qui est plutôt électroattracteur. On avait vu précédemment, notamment dans le cas des alcynes, que pour faire réagir votre époxyde, parfois en milieu acide, vous aviez besoin de l'activer pour avoir des charges ici delta+, et permettre à un nucléophile de venir attaquer. Dans le cas des organomagnésiens, ce n'est pas le cas. En effet, alors déjà les milieux acides ils vont pas aimer, mais en effet, ici vous avez la possibilité directement de faire réagir votre liaison sur le pied de l'époxyde. C'est assez activé. Ce qui va vous faire relever la liaison d'un côté, alors d'un côté ou de l'autre, ça dépend de votre symétrie. Vous allez avoir donc du R. Vous voyez ce R il va aller dans ce carbone, je vais mettre un petit peu de couleur pour vous montrer. Il va se lier à ce carbone, qui va ensuite aller dans ce carbone, et ce carbone est relié à un oxygène. Donc si vous regardez, vous avez un R qui va dans le carbone rouge, ici, puis le carbone vert, et ensuite l'oxygène. Donc je vous montre tout ça. Tac. Voilà. Et l'oxygène, qui de base avait 2 doublés non liants, se retrouve avec 3 doublés non liants. Vous avez un oxygène négatif. Vous avez relargué du MgX, donc plus MgX. Voilà. Vous avez formé ce type de molécule. Donc comme je l'ai écrit ici, vous voyez, on a la possibilité derrière de faire une hydrolyse. Donc ça veut dire que vous allez venir détruire la partie lion qui est organomagnésienne ici, votre MgX+. Donc vous allez, avec cette hydrolyse, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un hydrogène sur votre molécule. Donc vous allez former
votre alcool. Et cette partie, MgX+, va être détruite en sous-produit. Donc vous aurez 1,5 de MgOH 2 fois, plus 1,5 de MgX2. Parce que si vous regardez, une hydrolyse, vous allez avoir dedans, évidemment, hydrolyse, c'est hydro, vous avez de l'eau. Donc ici, vous allez avoir besoin d'un hydrogène que vous allez récupérer sur l'eau. Donc ça veut dire que de cette eau, il va en ressortir des ions OH-. D'accord? Donc si vous avez des ions dans OH- dans le milieu et des ions MgX+ dans le milieu, théoriquement, vous devriez former du MgOH X. On a vu tout à l'heure l'équilibre de Schling, qui en fait, quand vous aurez deux fois cette molécule dans le milieu, il va y avoir un équilibre pour former deux molécules de MgX2 plus deux molécules de MgOH deux fois. Et vous voyez, en fait, c'est pour ça que, comme on n'a formé qu'un seul alcool, vous avez la moitié ici de ça qui se forme. Alors, pardon, c'est un seul. Voilà. Ici, excusez-moi. Vous avez la moitié ici de ce qui se forme ici. C'est pour ça que vous avez des facteurs de 1,5. Ça, c'est pour l'explication un petit peu des sous-produits sur les réactions organo-magnésiennes. En organo-magnésien, donc vous voyez, on peut faire aussi les réactions avec les aldéhydes. Donc ça veut dire que votre aldéhyde ici, vous allez pouvoir venir attaquer au pied. Vous voyez, vous avez l'oxygène qui est électroattracteur et le carbone porté à ses pieds qui va être plutôt delta+. Vous allez pouvoir venir attaquer, lever la liaison. Même chose, vous allez vous retrouver avec un alcoolate. Et après hydrolyse, avoir directement un alcoolate ici, et donc sur l'hydrolyse avoir un alcool secondaire. D'accord. La différence entre alcool primaire et secondaire, c'est évidemment la source que vous allez utiliser. Si vous avez des époxydes, vous allez avoir l'alcool primaire, et si vous avez des aldéhydes, vous allez avoir un alcool secondaire. Donc les sous-produits, comme d'habitude, vous allez avoir tout ça. Donc ne les oubliez pas, et si vous les oubliez au pire des cas, il faudra éviter de les oublier. Voilà. Vous avez la possibilité également d'avoir les nucléophilies qui vont être faites avec d'autres types de carbonyle. Alors avec les cétones, on va avoir le même type de réactivité. Donc vous voyez, en fait, ici vous allez pouvoir attaquer au pied de votre cétone, et ici ça va être la même chose, ce qui va vous donner au final un alcool tertiaire après une hydrolyse et les sous-produits. Avec les esters, vous allez obtenir quelque chose de différent. Donc c'est-à-dire que on va avoir la possibilité de réagir une deuxième fois. En fait, si vous regardez, on va attaquer ici avec le MgX sur votre carbonyle et relever votre cétone. Une fois que vous allez avoir votre alcoolate, en fait, on ne va pas faire directement l'hydrolyse comme d'habitude. Si je repasse sur le tableau blanc, on va avoir ici, je reprends la deuxième étape, si vous avez R au moins plus MgX, R au R'', vous n'allez pas faire tout de suite votre hydrolyse. Ce qui va se passer, c'est que l'un des doublés de votre eau va descendre ici et éjecter cette partie OR''. Donc cette partie OR'', c'est un très très bon groupe partant. Donc tout ce qui va être O quelque chose, donc O méthyle, O allyle, etc. Tout ce qui va être ici, ça va être un très bon groupe partant. Donc en fait, après cette étape, vous allez vous retrouver encore une fois avec ici, il doit y avoir un prime qui se balade normalement, voilà ici, tac. Vous allez vous retrouver avec une cétone et vous allez faire réagir un deuxième équivalent d'organo-magnésien. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur la slide du PowerPoint. Vous voyez, vous faites réagir un deuxième organo-magnésien et vous allez avoir votre hydrolyse sur votre alcool tertiaire. Les sous-produits, évidemment, pour terminer tout cela. Sur le CO2, qu'est-ce qu'on va avoir? Exactement la même chose. Vous allez avoir ici l'équivalent de deux dérivés carbonylés. Donc en fait, vous allez voir que vous allez faire l'addition directe. Vous allez obtenir un carboxylate. Et après hydrolyse, vous allez pouvoir ajouter un H ici à votre carboxylate pour faire un acide carboxylique.
et vous allez détruire la partie magnésienne. Tout ça, c'est la réactivité en tant que nucléophile. En tant que base, c'est-à-dire que dans certaines conditions, le organomagnésiens va plutôt se comporter comme une base plutôt que comme un nucléophile. Ça va être le cas des situations par exemple où vous allez avoir un alcool, une amine, un acide carboxylique ou encore une fois un alcine vrai. En fait, tous ces H-là vont être acides. Alors, le H d'un alcool est plutôt acide, le H d'une amine c'est la même chose, un acide carboxylique évidemment, c'est dans le nom. Et on a vu dans le chapitre des alcines, ce H est plutôt acide. Donc ce qui va se passer, c'est que le R ici va venir récupérer le H acide de votre molécule. Vous allez former du RH, d'accord? Donc vous allez protoner votre molécule R- du coup, hein, si on regarde un petit peu. Former ici un alcoolate, un aminate, un carboxylate ou un alcinure. D'accord. Et quand vous allez faire l'hydrolyse, en fait, vous allez reprotoner ce que vous venez de déprotoner. Donc la réaction ici n'a aucun intérêt en somme, hein, parce que vous retombez sur le produit de départ ici. D'accord. Sur votre document, faites attention, il y a une erreur ici, un mauvais copier-coller, ici c'est une amine. Hein. Ça n'a pas d'intérêt, le seul intérêt en fait c'est de vous dire que si vous avez un alcool et un organomagnésiens face à face, vous faites juste une réaction acide-base. Donc voilà, les 4 cas où cette réaction va se faire, alcool, amine, acide carboxylique et évidemment un alcine vrai, donc un alcine terminal. Donc là c'est pour la partie organomagnésiens. On va pouvoir partir maintenant sur la partie alcool, d'accord. Donc sur les alcools, l'avant-dernier chapitre, hein, après on verra tout ce qui est dérivé carbonylé, d'accord. Dérivé carbonylé qui est un chapitre assez conséquent, mais vous allez voir, on va pouvoir avoir le temps de finir ça tranquillement pour ce cours et le cours suivant. Hein. Vous allez voir, il y a des mécanismes un petit peu compliqués, mais ça va bien se faire. Sur les alcools, alors, en général, on vous dit, hein, les alcools, ce sont des composés amphotères, donc c'est-à-dire qu'ils sont à la fois acides et bases, et donc soit ils peuvent être protonés avec un acide, ou être déprotonés par l'action d'une base. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous voyez en fait que si vous avez un alcool, ici, d'accord, donc un alcool, je vais le représenter de deux façons, je vais sortir le H, et que vous utilisez une base, d'accord, vous allez avoir par exemple du LDA, et ce LDA va pouvoir, alors dans le cours, hein, je vous dis LDA, NaH, etc. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des bases, hein, LDA, NaH, etc. Donc si vous avez l'un des produits là, la base, on va la simplifier, on va dire que c'est du B-, d'accord. Et en fait, cette base va pouvoir venir récupérer l'hydrogène pour basculer ici. Vous retombez, comme on le voit sur le cours, hein, sur un alcoolate, d'accord, moins, voilà, il y a un contre-ion, hein, souvent à la base, donc vous inquiétez pas, et cet alcoolate va pouvoir attaquer par exemple un dérivé carbonylé, hop, et vous formez, tac tac tac, une nouvelle molécule. Alors si votre R c'était par exemple, si vous aviez ce type de molécule, d'accord, et ben vous formeriez, tac tac tac, O, et vous rajoutez du coup de l'autre côté 3 carbones, parce que vous auriez attaqué par exemple 8 ici. Ce type de réaction, c'est ce qu'on appelle une O-alkylation, ou aussi une réaction de Williamson, donc c'est le petit nom de cette réaction, vous voyez ce que je vous dis, une O-alkylation, ou une synthèse de Williamson. En alcool avec un acide, on va prendre à peu près la même chose, donc c'est-à-dire que sur votre alcool, vous avez des doublés non liants, et si vous êtes en présence de H3O+, on va dire de H+, d'accord, vous avez la possibilité d'attraper ici ce H+. Donc ça veut dire que vous faites un O2H plus ici, d'accord. Et si vous avez la possibilité d'avoir un nucléophile, ce qu'il faut apprendre ici, en gros, c'est que ce groupement OH2+, c'est un très très bon groupement partant. En fait, votre nucléophile va pouvoir attaquer ici. Hein. Alors, ce que j'entends par nucléophile, ça peut être Br-, ça peut être OH-, des choses comme ça, etc., etc. Et en fait, en attaquant ici, vous allez libérer de l'eau. Donc dans votre milieu, ce que vous aurez, c'est tac, tac. Alors imaginons que c'est du Br- ici, d'accord, que ce soit le Br- qui vient attaquer.
vous aurez un Br plus de l'H2O. D'accord? Donc voilà, ça c'est un côté qui est assez important pour faire attaquer directement sur votre composé carbonylé. Donc voilà pour les réactions, on va dire, de... Comment dire, d'eau alkylation et des choses comme ça. Alors j'ai un post-it qui s'est déplacé. Pourquoi j'ai des post-it qui se déplacent? Voilà, ça permet de savoir où je dois écrire et où je ne dois pas écrire. Voilà. Et voilà. Donc sur les alcools, vous voyez, on peut avoir soit l'action d'une base, soit l'action d'un acide. Eau alkylation, vous voyez, où c'est l'alcool qui va venir attaquer pour faire une liaison directe, soit c'est l'inverse, un acide, vous allez avoir un nucléophile qui va venir attaquer. Lorsque vous avez un halogénoalcool, donc c'est-à-dire que si vous venez déprotoner, alors je vais vous montrer ça, pardon, sur le whiteboard, lorsque vous avez un halogénoalcool, si par exemple je reprends la molécule du cours, voilà, si vous utilisez par exemple du NaH, alors NaH, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous, hein, quand vous ne savez pas, vous tenez à ce que vous savez. NaH, c'est du Na+, du coup, et du H-. H-, il faut savoir que c'est relativement rare, et c'est pas très très stable. Donc, ces bases-là sont très très fortes, mais très très instables. Donc ce H-, ce qu'il va faire, c'est une base, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vais ressortir mon H pour que ça se voit. Voilà. Ce H- va venir récupérer votre hydrogène ici, rabattre votre doublet là. Vous allez avoir du O- plus Na, d'accord, parce que vous avez libéré un Na+. J'oublie pas mon chlore, voilà. Plus, donc du coup, du H2 qui va se former. Donc vous aurez du gaz qui va se former dans votre milieu. Évidemment, votre chlore ici a pas mal de doublets non liants. Pardon, c'est pas ça qu'il faut que j'utilise. Votre oxygène, pardon, a pas mal de doublets non liants. Vous allez pouvoir en fait attaquer au pied ici et faire ressortir votre chlore. Ce qui fait que vous allez former des époxydes. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle une eau-alkylation intramoléculaire. Parce que ça se fait dans la même molécule. Et évidemment, hein, vous aurez libéré aussi du NaCl. Donc voilà pour ça. Ça c'est assez important de le savoir. Hein. Ça peut arriver. On verra si on tombera dessus. Il n'y a rien de sûr là-dessus. Alors, concernant l'halogénation des alcools. Alors, pour halogéner un alcool, vous allez pouvoir, en gros, hein, à quoi ça sert? C'est de remplacer directement un alcool par un halogène. Donc vous voyez, au début, vous avez une molécule quelconque avec un alcool ici. Vous allez pouvoir avoir ici n'importe quel halogène. Donc si vous souhaitez avoir des chlores, vous allez pouvoir utiliser du PCl3, du POCl3, du PCl5, du SOCl2, etc., etc. Il y a pas mal d'agents de chloration. Par contre, si vous voulez mettre un brome, il y a un seul agent de bromation qui va être efficace, ça va être ce PBr3. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Je vais refaire avec vous le mécanisme qui traite de l'halogénation par PX3. Donc, si vous avez votre alcool ici, PX3, ça va être du P. Par exemple, on va faire avec PCl3. Voilà. On va mettre un chlore, donc on va faire du PCl3. Vous connaissez les chlores, hein, ils sont très électroattracteurs ici, donc vous allez avoir plein de charges au moins, ce qui fait que votre phosphore ici va être très delta+. Donc ça veut dire que vous pouvez venir attaquer avec un doublet de votre oxygène sur le phosphore et directement éliminer un chlore. Ce qui fait que vous formez ici, tac tac, ça, toujours votre oxygène, avec votre hydrogène, pardon, la nouvelle liaison avec le phosphore, on va l'appeler par exemple PCl2 pour simplifier. Et vous voyez que votre oxygène, maintenant, il fait 3 liaisons. Vous avez libéré un Cl- également. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le OH2+, c'était un très bon groupe partant. Et bien là, on va retrouver à peu près la même chose. En fait, c'est un très bon groupe partant, celui-ci. Donc vous allez pouvoir faire partir ça là. Et enfin, avoir
tac, 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 votre composé chloré, plus un sous-produit, hein, d'accord, vous aurez du HOPCl2, d'accord, qui va s'échapper. Donc ça, c'est votre sous-produit. Ce qui fait que vous avez quand même fait votre halogénation ici. Ensuite, si vous faites une alkylation par SOCl2, je vais vous montrer un petit peu le mécanisme dans le détail. Même chose, on prend une molécule quelconque, hein, un alcool, comme ça. Et si vous avez du SOCl2, donc je vais vous montrer une étape en plus que je n'ai pas faite dans le cours, comme ça ça va vous permettre d'expliquer. Même chose comme tout à l'heure, vous allez pouvoir venir attaquer ici, ça ressemble un petit peu à une cétone, lever votre oxygène. Donc dans le cours, j'ai été un petit peu plus vite, je vais vous montrer ici. Donc ça fait que vous avez un OH, simple liaison vers le S, qui lui s'est levé vers un O-, ici, et donc Cl, Cl. Vous retombez encore une fois avec un H2O+. La première étape qui va se passer, en fait, c'est que c'est votre doublé ici qui va redescendre pour éliminer un Cl. Voilà. Vous allez retomber toujours sur la même chose. Hein. Tac, tac, tac. SO Cl. D'accord, plus Cl-. Vous voyez, en fait, avant, vous n'aviez pas grand-chose à faire. C'était pas possible de venir attaquer là, hein, c'est un petit peu trop loin. Vous retombez sur un composé avec du OH quelque chose en plus. Donc même chose, vous allez pouvoir venir attaquer ici et relarguer ça. Ce qui vous donne au final, hein, ce qu'on voit sur la slide, votre dérivé chloré plus un sous-produit qui sera du SOCl, enfin du HOClOH. Voilà, on va mettre le HOClOH. Tout ça, ça va partir. Donc ça, c'est votre sous-produit. Voilà pour ces façons de faire des chlorations. Alors pourquoi ça ne me l'a pas effacé? Des petits lags. Voilà. Ça, c'est pour la chloration des alcools. Une petite parenthèse, si vous faites votre chloration en présence de pyridine, donc ça veut dire que vous prenez les mêmes conditions que précédemment, d'accord, vous faites par exemple du POCl3, vous voyez, hein, POCl3 c'est un des agents de chloration ici. Si vous faites cette chloration en présence de pyridine, en fait vous allez venir faire une réaction d'élimination. D'accord, élimination qu'on a vu au premier chapitre hein, sur les halogénoalcanes. Donc vous allez pouvoir venir former des alcènes. Un majoritaire, un minoritaire, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est important de le savoir, ça peut arriver, donc je ne sais pas si on tombera dessus, mais c'est une condition, si vous voyez un agent de chloration et de la pyridine, vous formez évidemment votre dérivé chloré, mais il sera tout de suite éliminé en alcène, parce que la pyridine hein, c'est une base. Je passe très rapidement sur la déshydratation des alcools, d'accord. Alors pourquoi? Parce que ce sont souvent des réactions de réarrangement, vous voyez en fait, dans un milieu acide et lorsque l'on va chauffer, vous allez éliminer une molécule d'eau, pardon, et en fait vous allez avoir des déplacements de groupements entiers. En fait, ça veut dire que des morceaux de votre molécule vont migrer directement au sein de votre molécule. Donc voilà. Donc je vous avais dit les réactions de réarrangement de cette manière-là, hein, on ne les verra pas cette année. Donc, voilà, donc cette slide-là n'est pas à connaître, mais elle est là pour principalement, on va dire, pour information. Sur l'oxydation des alcools. Alors, l'oxydation des alcools, ce que vous allez avoir, c'est différentes conditions possibles. Alors, en effet, si vous avez un alcool primaire, c'est le cas de cette première slide, vous avez deux façons en fait de faire cette oxydation. Donc, quoi qu'il arrive, il vous faut un oxydant, c'est ce que j'ai écrit entre crochets ici. Le plus souvent, c'est du CrO3, d'accord? Donc, CrO3, vous voyez, dans les deux cas, il est présent. Et en fait, vous allez retrouver des conditions un petit peu comme, comment dire, les réactions avec KMNO4. Vous allez avoir des conditions douces ou des conditions douces ou dures.
Si vous avez, on va commencer par en bas, hein, si vous avez des conditions douces, donc ça veut dire que les conditions, c'est CrO3 pyridine, c'est ce qu'on appelle les conditions de Collins. Vous allez oxyder votre alcool en aldéhyde. D'accord? Donc ça veut dire que votre alcool, vous lui mettez une double liaison et vous vous arrêtez ici. Si vous utilisez à l'inverse les conditions de Jones c'est du CrO3, mais cette fois, vous voyez, hein, on avait CrO3 dans les deux cas, dans l'acide et l'acétone, vous allez obtenir directement un acide carboxylique. D'accord? Donc vous passez intermédiairement par un aldéhyde, mais vous pouvez ne pas l'écrire, hein, parce qu'on ne peut pas isoler. Vous passez ici directement un acide carboxylique. Donc voilà. Donc en examen, ce que je pourrais vous demander par exemple, c'est je pourrais vous écrire Jones, donc ça veut dire que les conditions de Jones, c'est une oxydation directe en acide carboxylique. Je pourrais très bien vous demander le produit d'une réaction de Jones et aussi les conditions. Voilà, sans vous les préciser, je pourrais mettre Jones sur une flèche, me dire donnez-moi le produit, donnez-moi les conditions. Ça peut être par exemple ceci qui va être faisable. Si vous oxydez un alcool secondaire, évidemment, qu'importe l'oxydant et qu'importe les conditions, ici vous voyez, comme on a une chaîne carbonée, on est au milieu d'une chaîne carbonée, vous aurez forcément une cétone. Les alcools tertiaires, pas d'oxydation, bah oui, parce que si vous créez une double liaison ici, votre carbone il a 5 pattes, ce n'est pas possible. Donc rappelez-vous, alcool primaire, vous avez deux conditions possibles. Alcool secondaire, quelles que soient les conditions, forcément, vous allez obtenir une cétone. Donc sur ce cours des alcools, c'est terminé. On va s'arrêter là pour cette vidéo en vérifiant que je n'ai pas de décalage son et on va reprendre très gentiment le prochain chapitre sur les dérivés carbonylés. Bon courage à vous.